Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine qui vous est proposée par l'IRIS et je voudrais aujourd'hui revenir sur la situation sociale et politique à Cuba. Alors il n'est jamais évident de tirer des analyses à chaud d'événements en cours. Je fais bien sûr référence aux mobilisations sociales qui sont intervenues dans le pays le week-end du 10 et 11 juillet, mais je crois qu'on peut quand même poser un cadre d'analyse et décrypter un certain nombre de tendances dans l'île. Alors, première chose, il est important de comprendre que ce qui se passe à Cuba, en fait, s'inscrit dans une tendance plus générale en Amérique latine, qui est celle de la multiplication, précisément, de mouvements sociaux, de contestations sociales liées au double impact à long terme des conséquences de la crise financière internationale de 2008 qui a provoqué une décennie noire en Amérique latine, on en a souvent parlé ici, dans toutes les économies latino-américaines, provoquant le retour de vulnérabilité structurelle historique dans la région, les inégalités sociales, la pauvreté, la précarité, l'informalité, le déclassement de beaucoup de catégories sociales, leur appauvrissement, la stagnation ou la baisse des revenus, selon qu'on soit en haut, au milieu ou en bas de l'échelle sociale, provoquant par exemple en bas de l'échelle sociale, le retour de l'insécurité alimentaire, par exemple, pour des dizaines de millions de Latino-Américains. Tout ça, c'est arrivé jusqu'à la pandémie. La pandémie de Covid-19 est arrivée et a exacerbé, aggravé de manière très forte toutes ces tendances. Et donc, c'est ça qui caractérise la situation latino-américaine aujourd'hui, que ce soit, on l'a vu en Équateur, au Chili, en Bolivie, en Colombie actuellement aussi. Partout, l'émergence de mouvements sociaux de contestation qui remettent au cœur de la question sociale parce que cette dernière est détériorée de manière critique, voire insoutenable pour certains. C'est le cas partout en Amérique latine. Cuba n'est pas, exemple de cette dynamique. Elle a été touchée par tout ça aussi. L'économie cubaine va mal depuis un certain temps. Les réformes que met en place le gouvernement depuis une dizaine d'années ont du mal ou même ne provoquent pas les effets escomptés, on va y revenir. Mais ça fait partie d'abord de ce mouvement-là, ce qui se passe à Cuba. Mais à Cuba, les conditions spécifiques du pays produisent des effets spécifiques à ce qui se passe actuellement. Les conditions spécifiques de Cuba, bien sûr, c'est que les vulnérabilités économiques, elles sont d'abord liées à l'histoire du pays et de sa relation conflictuelle, tumultueuse avec son puissant voisin états-unien. Je pense évidemment à l'embargo. Le pays vit sous embargo depuis 1962. Un embargo qui limite vraiment les capacités productives du pays, qui crée un nombre de difficultés incommensurables pour les approvisionnements, etc. Donc ce pays connaît le plus long embargo qu'un pays n'ait jamais connu du fait du conflit avec les États-Unis. Embargo qui n'a eu de cesse d'être durci, renforcé, en particulier sous le mandat de Donald Trump. Rappelons que ce dernier a pris plus de 240 mesures de restriction et de durcissement de l'embargo sur le pays. Quelques conséquences dans la période concrète. L'embargo ou les restrictions ajoutées additionnelles de Donald Trump ont eu plusieurs effets. D'abord, il n'y a plus de service consulaire à Cuba, donc les Cubains ne peuvent pas partir de l'île s'ils le souhaitaient. À l'inverse, les mesures de Trump ont rendu quasiment impossible le voyage de ressortissants américains, de cubano-américains, en particulier de la Floride, ils sont quelques millions, ou des États-Unis en général, ils n'ont plus la possibilité de voyager, comme c'était le cas grâce aux assouplissements de la période Obama-Biden précédente, avant 2016. Ils ne peuvent plus voyager et ne peuvent plus envoyer de dollars, d'argent, de remessas, comme on dit, de transferts financiers vers leur famille cubaine. C'est quasiment impossible. Plus Trump a mis en place des systèmes de lois extraterritoriales qui compliquent largement les contacts commerciaux et financiers entre Cuba et les entreprises du monde entier qui peuvent se voir frappés par la justice américaine pour leurs liens commerciaux ou financiers avec Cuba. Donc tout ça a bien sûr sévèrement renforcé les difficultés économiques de l'île. Il faudrait rajouter aussi que ça a rajouté beaucoup de difficultés pour les importations de médicaments ou de combustibles et que pour Cuba, l'exportation de ses services médicaux, par exemple, c'est beaucoup plus difficile avec les restrictions américaines. Donc tout ça, c'est dans la dernière période et c'est venu se greffer ou se combiner plus exactement avec la pandémie. Et la pandémie, elle a eu un autre effet sur l'économie cubaine, ça a été
quasiment la mise à l'arrêt du tourisme. Or, le tourisme à Cuba, c'était le grand relais de croissance imaginé par le gouvernement cubain pour ouvrir, libéraliser l'activité et puis pour faire rentrer beaucoup de devises du dollar qui permettait donc d'unifier aussi le système monétaire cubain. C'était ça qui était prévu. Or, eh bien, tout ça ne voit pas le jour puisque précisément le tourisme s'est effondré. Je rappelle qu'avant la pandémie, il y avait 4,2 millions même de touristes qui allaient à Cuba, avec tout ce que ça veut dire d'économie, de services, de restauration, de devises américaines et d'argent qui circulait dans le pays, d'investissements, etc. Ça s'est effondré en un an à peine plus de 1 million, ça c'est en 2020. Et puis là, cette année, il y a à peine plus de 120 000 touristes qui ont mis les pieds à Cuba. Donc c'est une déflagration économique pour un secteur qui lui-même pèse 10% du PIB cubain et est le principal secteur qui attire et qui fait venir à Cuba le fameux dollar, les devises étrangères que le gouvernement et la Banque centrale n'ont donc plus pour à la fois importer ce dont ils ont besoin. Rappelons que Cuba importe quasiment tout ce qu'il consomme, donc il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de devises. Et puis c'est l'unification monétaire qui devait se faire justement sur les réserves de dollars, eh bien il n'y en a plus. Donc en fait pour l'instant cette unification monétaire, elle n'a créé que de l'inflation, une hausse des prix qui n'est compensée par malheureusement pas beaucoup de ressources et encore moins par la possibilité d'importer. Donc tout ça se cumule et crée cette espèce d'ouragan économique et social qui fait que l'économie cubaine a connu une contraction, une récession de 8,5% en 2020, n'a plus d'investissement, il n'y a plus d'investisseurs à Cuba, il n'y a plus d'argent qui circule, on n'importe plus et donc il y a des pénuries et donc il n'y a plus de médicaments. Etc. Et donc la situation qui était déjà fragile devient critique pour les Cubains et c'est d'abord ça qui est la source des mouvements que nous voyons dans le pays. C'est d'abord des mouvements qui posent la question sociale liée à une dégradation des conditions de vie, des difficultés de la vie quotidienne, manger, se soigner, avoir de l'essence, tout ça avec des coupures d'électricité puisqu'il n'y a plus de combustible, moins, etc. Et c'est d'abord ça qui se passe à Cuba. La question, c'est que pour l'instant, le gouvernement cubain n'est pas en mesure de solutionner cette crise de la demande sociale. Et c'est ça qui va poser un problème. Alors évidemment, lorsque tout ça commence, il y a aussi une dimension politique. Ces mouvements sociaux comportent une composante politique avec des forces, des individus, des gens qui veulent changer de système politique à Cuba, qui sont contre le gouvernement. Tout ça se mêle avec une partie de revendications politiques, mais encore une fois, je crois surtout sociales au départ. Alors, ces mobilisations, elles sont assez inédites, ça a été dit, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que d'abord beaucoup de monde, et puis ensuite dans beaucoup de villes du pays. On se rappelle que dans les années 90, qui était la précédente période la plus dure sur le plan économique et social à Cuba, après l'effondrement du camp soviétique, en 1994 en particulier, il y avait déjà eu des mouvements qui avaient un petit peu mis la pression et sur le pouvoir, mais c'était surtout à la Havane. Aujourd'hui, c'est un peu partout, et puis surtout, ça se passe à partir et sur les réseaux sociaux et Internet. C'est tout à fait inédit, et le gouvernement ne connaît pas cette situation et va devoir la gérer. Pour l'instant, il l'a gérée de manière un peu sur un principe d'autorité, de manière répressive. C'est quelque chose qui ne lui permettra pas de gagner la bataille de consentement et la bataille de soutien, parce qu'aujourd'hui, aucun gouvernement ne peut couper Internet aux populations. C'est une bataille perdue d'avance. Donc ça va être un point pour la suite des événements. Alors, évidemment, cette guerre communicationnelle, elle existe. Les réseaux sociaux sont le lieu où s'organise une guerre politique avec les opposants internes, avec les opposants externes à Miami, la droite américaine, les républicains. Ils sont évidemment très mobilisés et essayent finalement d'orienter ce mouvement pour qu'il devienne réellement politique, pour aller vers une déstabilisation du gouvernement cubain. Et ce dernier a une position ferme, même assez raide, a dit qu'il était prêt à faire face à des tentatives de stabilisation qui ne se laisseraient pas faire. Et donc on peut avoir un engrenage qui devient préoccupant. Et donc si on tombe dans un engrenage répressif, là la situation peut devenir assez incontrôlable, avec en plus un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas les moyens concrètement de solutionner les difficultés auxquelles il est confronté, qui ont donc à la fois à voir avec le contexte régional, avec l'embargo, mais qui ont à la fois à voir avec aussi des réformes qu'il cherche à mettre en place depuis au moins le début des années 2010, d'ouverture de l'économie, de changement de politique monétaire, de faire passer toute la société à une société de
revenu et qui est moins étatisé, mais qui pour l'instant, ces réformes ne voient pas de conclusion concrète, ne voient pas de transition réellement à Cuba, et donc pour l'instant tout est bloqué, et il n'y a que les problèmes qui restent au centre de la vie quotidienne, l'inflation à 500, 400, 600, 700, certains disent 900% des prix, les pénuries dont on a parlé, etc. Donc pour l'instant, c'est tout ça qui se met en branle dans une espèce de mécanique assez infernale. Alors, il est clair que chacun va jouer son rôle, les opposants vont chercher à utiliser ça pour continuer à déstabiliser le gouvernement, et le gouvernement va chercher à utiliser son pouvoir d'État pour ne pas se laisser déstabiliser parce qu'il considère être une intrusion, une manipulation, disons, de ce mouvement par des forces politiques internes et étrangères soutenues par Washington de son point de vue. Mais on voit bien que ce mouvement social répond à une équation qui ne se résume pas, disons, à l'instrumentalisation politique, même si on peut convenir qu'elle fait partie de la bataille en cours. Alors voilà ce qui va maintenant s'écrire. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Ça va être compliqué. L'urgence pour le gouvernement cubain, c'est de répondre aux besoins de la population, la nourriture, les médicaments, se soigner face à une pandémie dont la recrudescence est très claire. Aujourd'hui, c'est 245 000 Cubains contaminés officiellement, 1500 morts, mais on voit depuis quelques jours et quelques semaines que maintenant, ça y est, l'épidémie s'emballe en quelque sorte, avec 50 morts par jour, plus de 25 000 contaminés cette dernière semaine, et des manques cruciaux de médicaments, etc. Certains pays comme l'Argentine ou le Mexique ont déjà proposé leur aide si le gouvernement cubain l'accepte, en médicaments, en vaccins, etc., en nourriture, profitant aussi de la situation pour dire que les États-Unis peuvent faire quelque chose pour Cuba, c'est de lever l'embargo, en tout cas d'en discuter, puisque la décision appartient au Congrès américain et non pas seulement au président, mais en tout cas que déjà le président lui pouvait faire beaucoup de choses, c'était de lever les durcissements que j'ai évoqués de Donald Trump pour permettre de donner de l'air en fait à Cuba économiquement, de permettre que des investisseurs reviennent, de peut-être repenser une stratégie touristique qui permette quand même une reprise de cette activité pour qu'au moins la population puisse avoir un peu plus de ce qu'elle a besoin dans un premier temps, pour éviter d'aller vers une situation où tout le monde perdra le contrôle finalement, parce qu'évidemment, ce sera un peu ma conclusion, le problème c'est que si ces mouvements se radicalisent, s'ils se politisent, s'ils se convertissent en un bras de fer entre le pouvoir d'État et ce mouvement-là, on pourrait imaginer le pire, parce que personne n'aurait certainement intérêt à ce que le système politique éclate à Cuba, parce qu'il laisserait derrière lui un champ de ruines. Il n'y a pas de système de substitution, il n'y a pas aujourd'hui de capacité de penser autre chose, et ça se traduirait certainement par une forme de chaos et des poussées migratoires, des gens qui partiraient de Cuba peut-être par centaines de milliers ou plus, précisément vers les États-Unis, et je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt objectif aujourd'hui, et ce que souhaite réellement Washington. Donc ça pourrait se transformer par une forme de déstabilisation en fait, régionale, avec une crise sans solution et des populations abandonnées à elles-mêmes qui prendraient la mer partant vers les autres pays de la région, à commencer par les États-Unis. Donc aujourd'hui la situation est potentiellement inflammable, il peut y avoir comme ça une escalade, un embrasement de la situation à Cuba qui ne serait de l'intérêt de personne. Donc aujourd'hui ça va reposer des questions centrales au gouvernement cubain. Comment il est capable ou pas réellement de prendre des mesures pour réformer l'économie et la société cubaine? Comment il est capable de gérer un mouvement de contestation sociale qui passe par des réseaux sociaux qui aujourd'hui font partie de l'écosystème naturel de toutes les sociétés, sans tomber dans le piège de la répression lourde? Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt, ne serait pas soutenu, et finalement il pourrait se retrouver lui-même un peu nu, ce pouvoir. Comment il va réussir à faire ça, et comment les États-Unis vont finalement se positionner au-delà simplement de quelques mots sur les droits humains et la démocratie, parce que comme on dit les présidents mexicains ou argentins, les États-Unis peuvent faire des choses pour soulager Cuba et entrer dans une autre phase de leur relation avec ce pays. J'ajoute que, pour comprendre aussi la tension permanente entre Washington et la Havane, il n'a pas échappé à la Havane que les États-Unis, encore cette année, le Congrès est en train de discuter de l'allocation, de valider des fonds, 20 millions de dollars pour cette année
Il suffit d'aller sur la littérature du Congrès américain et de ce qu'ils appellent Cuba US Policy Review pour se rendre compte que le Congrès est en train d'adopter, il va décider s'il adopte l'octroi de 20 millions de dollars pour la démocratie et les droits humains à Cuba. Ça veut dire clairement l'aider au financement des opposants à l'intérieur, à l'extérieur, par les ONG, etc. Et 13 millions supplémentaires pour ce qu'ils appellent le Cuba Broadcasting, ça veut dire tout ce qui est financement de médias, sur les réseaux sociaux, etc., de radio et tout, disons, pour aider l'opposition cubaine. Donc tout ça, évidemment, n'échappe pas à la Havane et contribue certainement à son raidissement et à sa vigilance et sur le fait d'alimenter, disons, ces dynamiques un petit peu raides du pouvoir cubain. Donc les États-Unis ont quand même quelques cartes dans les mains. C'est des sommes quand même assez conséquentes. Et il est clair, quand vous regardez aujourd'hui la bataille sur les réseaux sociaux, sur les hashtags SOS Cuba, etc., que l'activité des opposants, des ONG et effectivement d'un certain nombre d'acteurs politiques et d'influence américains est évidente dans ça. Mais ça fait partie aujourd'hui des nouvelles règles, si je puis dire, de cette agora que sont les réseaux sociaux, qui sont des espaces de guerre politique, de guerre d'influence et communicationnelle. Donc voilà aujourd'hui où on en est à Cuba et ce qu'il va falloir suivre. Il est trop tôt pour dire où tout ça va aller, mais enfin en tout cas on peut donc poser certaines analyses et voir quels sont les enjeux des jours prochains. Il y a une date à suivre qui sera le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la célébration annuelle de la journée de la rébellion nationale, cubaine, le 26 juillet 1953, lorsque Fidel Castro et la guérilla avaient tenté la première attaque contre la Moncada. C'est le moment, si vous voulez, de l'insurrection nationale cubaine. Donc qu'est-ce que ce jour va donner? La mobilisation des pro-révolutionnaires va être forte aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements contestataires? C'est une date qu'il va falloir suivre dans les jours prochains, après la publication de cette chronique, pour prendre un peu le pouls et l'évolution de ce mouvement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique de l'Amérique latine de l'Iris. Au revoir.